Bienvenue dans cette 4e chronique, que vous soyez binaire ou non binaire. Alors nous continuons ce voyage autour de la question qui décide de quoi, au nom de qui, au nom de quoi. Atlas Shrugged avait suscité cette passionnante question. L'obsolescence programmée avait évoqué la condition humaine contemporaine, et le livre sur les métaphysiques principales avait posé les différents cadres possibles pour répondre à cette question, ou en tout cas pour y réfléchir ou la méditer. En effet, si vous croyez que tout le sens de l'existence est inscrit dans la matière et que rien n'en échappe, ou si vous pensez que tout est illusion et que nous sommes chacun une petite partie d'un grand tout voué à se fendre à nouveau de manière régulière, ou si vous croyez que vous n'êtes jamais seul et que votre créateur vous jugera à la fin des temps, cette question prend un sens tout à fait différent, tant pour celui qui pose la question que pour les acteurs évoqués ou invoqués. À la fin de cette chronique, vous serez peut-être surpris d'apprendre que vous êtes en réalité une grenouille des marais, mais dans ce cas pas d'inquiétude, bien sûr, la science, de toute façon, pourra changer aussi votre pigmentation. J'arrive au terme de l'habituelle introduction et j'en viens au programme trépidant qui nous attend, une présentation générale, puis quelques thèmes qui m'ont interpellé, et pour conclure, la faramineuse conclusion habituelle qui vous gargarisera certainement, ou bien qui vous laissera indifférent, tout est possible, bien entendu, ou alors elle vous remplira d'une colère absolument et complètement irrationnelle, mais alors profitez dans ce cas, profitez-en pour vous libérer, vous défouler, en veillant bien sûr à ne pas vous faire de mal, ni à vous, ni à votre entourage. Ça serait alors un prétexte tout à fait légitime, sinon pour fermer cette chaîne, ou même carrément interdire Internet à toute l'humanité, ce qui serait assez dommageable. Car vous l'aurez constaté, il y a une frénésie en ce moment à vouloir faire le bien aux autres, qu'ils le veuillent ou non, qui ferait presque peur. Alors pour revenir au sujet de cette chronique, il s'agit d'une revisitation de l'historien Henri Guillemin sur la Révolution de 1789 et sur le mythe du magnifique élan de fraternité qui a permis, ça c'est assez certain, de passer de l'ère de la métaphysique chrétienne et monarchique à la métaphysique matérialiste, dont tout le monde peut mesurer les bienfaits à notre époque. Je vous invite à écouter la chronique précédente si le sujet de la métaphysique vous intéresse. Quant à moi, je continue le discours. L'auteur a vécu au XXIe siècle et il a été proche de la résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il était probablement considéré à son époque par ses proches comme un dangereux complotiste, prétendant que ce n'était pas une armée de touristes allemands qui déferlait sur la France, mais nous n'avons pas de preuves définitives à ce sujet. Néanmoins, le livre qu'il a écrit est très intéressant sur le sujet qu'il connaissait bien. La Révolution est une période qui s'étend sur plusieurs années, de 1789 à 1794, et qui correspond à l'exécution du roi et de la reine, grosso modo. C'est une période charnière qui voit la fin d'un monde et qui montre, à cette occasion, de manière crue, avec le recul historique, comment le pouvoir se distribue et se réalise dans les décisions prises et ainsi que leur impact sur la société. L'État est sur le point de faire banqueroute et surtout de mettre en péril ses créanciers, notamment les banques. Des États généraux sont convoqués et différentes assemblées se constituent successivement au cours de cette période, entre insurrections, déclarations de guerre ou décapitations diverses. Alors, après donc l'introduction, la présentation générale que je viens de terminer, je passe maintenant aux différents thèmes qui m'ont interpellé. Qui décide de quoi ? Les assemblées qui se réunissent et qui votent les lois sont en très grande majorité constituées de possédants. Leur conscience de classe est très forte. Et il semble que la Déclaration des droits de l'homme, selon laquelle chaque homme naît libre et égal en droit, ne s'applique à l'époque qu'aux blancs, non sujets à la condition de marchandises esclaves et qui sont capables de payer 3 journées de travail pour voter ou 50 journées pour être élus dans l'Assemblée, ce qui exclut notamment un tiers des électeurs potentiels. Selon cette élite, cette nouvelle élite,
Une nouvelle distribution du pouvoir économique exige une nouvelle distribution du pouvoir politique. En gros, je paye, je peux payer, donc je décide. En septembre 1792, par ailleurs, il y aura un premier essai de suffrage universel, c'est-à-dire sans sens. Une élection, il n'y aura pas besoin de payer pour y participer. Néanmoins, l'abstention sera colossale et seuls 2 élus représenteront les travailleurs. Fait nouveau, la défense de la propriété sera inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme en la qualifiant d'inviolable et de sacrée. La propriété est vouée à devenir l'idole de la nouvelle religion, la rationalité des fameuses Lumières, qui ont tellement ébloui le monde qu'il peine à réouvrir les yeux encore aujourd'hui. Alors voilà, je passe au thème suivant, l'esprit voltairien. Voltaire, grande figure des Lumières, dénomination d'une époque qui a permis de passer du dogme de la religion à celui de la raison, seule maîtresse du monde. Donc, ce Voltaire avait une conception très précise de la bonne organisation de la société. Alors je cite plus ou moins en résumant, « Une élite gouverne le reste de la population instruite juste assez pour pouvoir servir ce petit nombre utilement. » Je vous laisse méditer cela. Ce credo serait-il toujours d'actualité à notre époque ? Je dis ça juste en passant, bien sûr. Voilà, je passe ensuite au thème suivant, l'ambivalence des assemblées citoyennes vis-à-vis du peuple. C'est une période de transition où le pouvoir est en phase de restructuration entre émergence d'assemblées où des élus majoritairement parmi la nouvelle classe bourgeoise édictent des lois, tandis que le roi désigne les ministres. Le roi et la reine, de leur côté, espèrent que les royautés voisines viendront restaurer leur autorité, notamment du côté de la reine Marie-Antoinette, par le biais de son frère, l'empereur d'Autriche. La foule parisienne, constituée en partie de travailleurs qui touchent un salaire journalier et vivent dans des conditions difficiles, et qui sont très dépendants de l'inflation, sont instrumentalisés au gré de l'actualité pour intimider le roi et la reine. Cette foule reçoit des armes avant la journée insurrectionnelle du 10 août 1792, puis se les fait retirer car elle est jugée trop dangereuse par les assemblées. Finalement, les autorités décident de constituer une milice bourgeoise qui sera renommée Garde nationale par la suite. Ce qui sonne beaucoup mieux, vous en conviendrez. Elle aura pour but de fraterniser avec les régiments de l'armée, puis de contenir les indigents. Les conditions d'entrée, notamment le coûteux uniforme, dissuadent les moins fortunés d'y participer. C'était un moyen élégant de sélectionner les recrues à l'entrée, et comme entrer en politique maintenant sans de moyens financiers conséquents, il est difficile pour un citoyen sincère de s'improviser candidat. Autre petite remarque personnelle. Je passe au thème suivant, éloigner les éléments dangereux. La guerre est voulue pour enflouer les caisses. Il s'agit d'aller se servir chez les voisins. Le 14 décembre 1791, selon le ministre de la Guerre, le sort des créanciers en dépend. La banqueroute de 1789 avait été évitée en confisquant les biens de l'Église, mais les assignats gagés sur ces hypothèques ne suffisent plus. L'autre effet salutaire de la guerre sera de faire appel aux volontaires et d'éloigner les forces impérieuses et dangereuses de la jeunesse loin de la capitale et de ses délicates élites. Le ministre de l'Intérieur écrira imprudemment qu'il s'agissait de les envoyer au plus vite aussi loin que leurs jambes pourront les porter. Sans cela, ils reviendront ici pour nous couper la gorge. Il semble que les ministres de l'époque n'avaient pas bonne conscience. Aujourd'hui, toujours, pour comparer avec l'époque actuelle, et pour donner plus de goût à cette chronique, plus de piquant, nous pouvons observer que c'est bien différent. Les ministres prennent des décisions courageuses pour la santé de leurs concitoyens, quoi qu'il en coûte. La gratitude à leur égard est donc bien naturelle et bien assurée. Je passe au thème suivant, le cas Danton. Danton est une des figures emblématiques qui ont porté la Révolution. Ambivalent, il s'est beaucoup enrichi et il s'avère qu'il a reçu de l'argent royal. Il reçoit le 9 mars 1791 30 000 livres depuis la liste civile du roi. Tandis par comparaison, un représentant du peuple gagne 6 000 livres en moyenne par an. Ce Danton deviendra ministre de la Justice et il finira guillotiné.
En un certain sens, il peut être vu comme un modèle, car il ne semble pas avoir servi efficacement le parti, qui semble bien l'avoir corrompu, bien qu'il en ait profité pour acquérir de belles demeures. Encore petite remarque, par rapport à la période actuelle, puissent les différentes éminences de nos jours faire de même par rapport aux tentations qui pourraient les flatter. Voilà, c'est une remarque gentille, qui ne mange pas de pain. Voilà, je passe au thème suivant, le cas Robespierre. Alors, surnommé l'incorruptible, Robespierre était soutenu par le peuple car il défendait la cause des plus démunis. Un peu comme Zorro, si vous voulez. Par exemple, il déclare lors de sa profession de foi aux élections des États généraux: « La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence, au seul souci de survivre. Asservie à ce point, elle est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. De même, il est un des rares à s'opposer à la guerre en 1791, arguant du manque d'officiers. En avril 93, il horrifie les honnêtes gens en proposant une limitation du droit de propriété. Le 21 novembre 93, témoin d'une furieuse campagne de déchristianisation, Robespierre exige que soit maintenue la liberté de conscience. Il continue. À la Pentecôte de 1794, il dénonce la docilité de la secte encyclopédiste à l'égard des despotes, si ceux-ci sont éclairés. Et encore, le 27 juillet 94, à la suite d'une campagne subversive, pourquoi je dis ou encore, non, je dirais finalement, le 27 juillet 1794, à la suite d'une campagne subversive où l'on guillotine en son nom et à son insu, à tour de bras, un grand nombre de personnes, alors qu'il s'est retiré temporairement de la vie publique, il est condamné à mort et la foule ne se mobilisera pas pour lui. Espérons que notre bien-aimé président et ses valeureux ministres, qui ont brillé par leur volontarisme audacieux durant cette crasse crise sanitaire, ne soient pas victimes eux aussi d'une telle injustice. Mais cela paraît bien sûr totalement impossible. Voilà, nous en arrivons maintenant à la faramineuse conclusion habituelle de la chronique. Cette période charnière, qui est la révolution de 1789, met en lumière le changement d'autorité et les règles selon lesquelles il s'opère. Le champ de force est orienté par le pouvoir économique, par le réseau qu'il fédère, un réseau uni, solidaire et effectif. On observe avec le recul historique que la transition est opérée, dirigée par la nouvelle puissance d'argent. Elle édicte et fait des lois qui servent directement ses intérêts, en mobilisant au passage le peuple des indigents au moyen de beaux discours lyriques et enflammés. Derrière le bel éloge de la liberté, de la fraternité et de la liberté, de nouvelles élites se hissent au sommet de la hiérarchie du pouvoir et décident pour servir leurs seuls intérêts. Les têtes changent ou tombent, la structure pyramidale reste la même. Cela a-t-il changé aujourd'hui? Avec la mondialisation, la dilution du pouvoir aux différents échelons qui ont élargi le cadre national, donc je reprends, la dilution du pouvoir, semble avoir rendu cette notion du qui décide de quoi au nom de qui au nom de quoi encore plus abstraite et impalpable, comme si les mécanismes bien huilés qui régissaient notre quotidien n'étaient plus de notre ressort et descendaient directement du ciel. Aussi, il est difficile de cerner le pouvoir décisionnaire qui semble s'être éloigné dans les institutions européennes, lointaines, comme un rêve qui se manifesterait de temps en temps de manière irréelle. Mais y a-t-il encore beaucoup de personnes à concevoir que des décisions soient prises au nom d'intérêts bien compris, que les directives diverses qui se concrétisent dans notre quotidien ne sont pas issues d'une inspiration divine inquestionnable? Dans les chroniques suivantes, nous nous intéresserons au point de vue du Créateur, dans le cadre de la métaphysique hébraïque, sur ceux qui décident de quoi au nom de qui au nom de quoi, ou bien nous nous intéresserons au point de vue de la géopolitique néolibérale qui a émergé au cours des années 70 et qui a accompagné les principaux bouleversements géopolitiques des 50 dernières années. À suivre ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt peut-être.